aborder, Élise et moi, les dispositions applicables aux particuliers. D'abord, le barème de l'impôt sur le revenu est rehaussé, comme chaque année. Cette année, il a été réévalué de 1,4%. Ensuite, abordons les avantages liés aux enfants majeurs. L'abattement maximum pour le rattachement d'enfants est de 6 042 €. Si vous avez des enfants mineurs scolarisés, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt. Elle s'élève à 61 € si votre enfant est au collège, à 153 € si votre enfant est au lycée et à 183 € si votre enfant est en études supérieures. Concernant les dons, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt. Si vous versez un don à une association pour des personnes en difficulté ou des violences conjugales, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de 75% de la somme versée dans la limite de 1 000 €. Et pour toute autre association, cette réduction s'élève à 66% des sommes versées. Merci Élise. Maintenant, je vais aborder, surtout faire un rappel sur la réduction d'impôt pour la souscription au capital des PME. Il faut juste rappeler que la réduction d'impôt est portée à 25% pour l'exercice 2021. Abordons maintenant la plus-value de vente de titres et de l'abattement pour départ à la retraite. Frédéric, tu peux nous en dire plus? Oui, merci de me donner la parole. Pour bénéficier de l'abattement de 500 000 €, le dirigeant doit normalement cesser toute fonction et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou précèdent la vente. Ce délai est porté à 3 ans si le vendeur a fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Le départ à la retraite est antérieur à la vente. Pour l'emploi de salariés à domicile, la loi de finances vient élargir ce dispositif aux prestations qui sont réalisées à l'extérieur de la résidence, dès lors qu'elles sont incluses dans des services qui sont réalisés au domicile. À titre d'exemple, on peut prendre l'accompagnement des enfants à l'école si la garde d'enfants se fait au domicile. Ensuite, parlons de la réduction d'impôt au titre des souscriptions de capital des entreprises de presse. Donc, cette réduction d'impôt s'élève aux alentours de 30 à 50% des sommes versées et la loi de finances vient d'élargir ce dispositif au 31/12/2024. Merci Élise. Nous allons passer la parole maintenant à Benoît qui va nous faire un focus sur les réductions d'impôts liées à l'immobilier. À toi Benoît. Après avoir vu les réductions d'impôts, nous allons passer aux investissements immobiliers. Concernant les dispositifs Censi-Bouvard, il a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2022. Concernant les dispositifs de Normandie, quant à lui, a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2023. Passons enfin au dispositif Pinel avec une application particulière pour la Bretagne. Celui-ci a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2024. Enfin, le dispositif COSC, quant à lui, a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2022 concernant les investissements liés à l'ANA. Merci Benoît. Maintenant, nous allons vous présenter un exemple chiffré des différentes mesures que l'on a abordées ensemble. Prenons l'exemple suivant afin d'illustrer quelques impacts de la loi de finances 2022. Un couple marié avec 2 enfants, source de revenus, 50 000 € de traitement et salaire et 30 000 € de revenus BIC. Nous prendrons une plus-value de cession de titres pour 700 000 € suite à un départ en retraite en 2019. En réduction, nous aurons du service à la personne, des dons et des heures de formation suivies par le dirigeant. Comme on peut le voir, avant la loi de finances 2022, la plus-value sur cession de titres est imposée totalement puisque le départ en retraite a dépassé le délai de 2 ans. Comme on peut le voir, l'impôt net s'élève donc à 92 758 €. Depuis la loi de finances 2022, l'allongement du délai pour bénéficier de l'abattement sur les plus-values pour départ en retraite permet de réaliser une économie d'impôt de 64 312 € comme vous pouvez le voir dans l'exemple ci-dessous. Après les dispositifs applicables aux particuliers, nous allons dorénavant passer aux dispositifs applicables aux entreprises. Commençons par les véhicules. Le malus écologique passe de 30 000 à 40 000 € au 1er janvier 2022. Concernant la TVS, petit rappel. Les dérivés VP N1 sont soumis à la TVS, les dérivés VP M1 ne sont pas soumis à la TVS. Concernant la TVS, le taux est réactualisé en fonction du taux de CO2 d'émission de carbone, à savoir que 1 € est égal à un montant exact de taux d'émission de CO2. Nous allons terminer enfin par le barème kilométrique. Celui-ci est augmenté de 10% par rapport à N-1. A noter que pour celui des véhicules électriques, il est supérieur de 20%. Nous allons terminer par l'impôt sur les sociétés qu'Alexandre va nous présenter. Merci Benoît.
Concernant le taux d'impôt sur les sociétés, il continue sa décroissance. À noter que pour les exercices ouverts en 2021, le taux est de 26,5% et pour les exercices commencés en 2022, le taux passe à 25%. Enfin, on rappelle que le taux de 15% est toujours possible sous certaines conditions. À noter que les entreprises individuelles vont pouvoir opter prochainement à l'IS, mais pour le moment, nous sommes toujours dans l'attente des mesures d'application. Maintenant, nous allons faire un focus sur la TVA. Premier point, l'exigibilité de la TVA en cas de versement d'acompte. À noter, à compter du 1er janvier 2023, en cas de versement d'un acompte sur la livraison de biens, la TVA sera exigible au moment de l'encaissement de cet acompte, à concurrence du montant encaissé. Second point, les déclarations d'échange de biens. À compter du 1er janvier 2022, vous êtes soumis à 2 déclarations contre une auparavant. Une obligation statistique, vous êtes obligé de remplir un questionnaire, quelles que soient les importations ou les exportations faites au sein de l'Union européenne, et une déclaration fiscale qui sera transmise à la DGFiP. Les déclarations se font toujours sur le site DebWeb de ProDouane. Enfin, dernier point sur le régime des importations. À compter du 1er janvier 2022, les importations sont désormais soumises au régime d'autoliquidation de la TVA. Tout comme auparavant, vous êtes soumis à une obligation de dédouanement auprès des douanes. Et ensuite, les informations déclarées à la douane seront transmises automatiquement auprès de la DGFiP et ces informations remonteront automatiquement là dans votre CA3 auprès de votre espace impôt.gouv. Après la TVA, nous allons passer au dispositif de l'amortissement du fonds de commerce. La loi de finances 2022 introduit la possibilité d'amortir ce fonds de commerce sur 10 ans pour ceux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Nous allons vous l'illustrer dans l'exemple suivant. Prenons l'exemple d'une acquisition d'un fonds de commerce de 100 000 € à partir du 1er janvier 2022. L'amortissement était possible comptablement, mais n'était pas déductible fiscalement. Avec la loi de finances 2022, l'amortissement sera déductible comptablement et fiscalement. L'amortissement sera de 10 000 € par an pour un fonds de commerce de 100 000 € puisque nous pouvons l'amortir sur 10 ans. L'amortissement de 10 000 € permet une économie d'impôt sur les sociétés de 2 500 € par an. Après l'amortissement, passons enfin à l'exonération. L'exonération des plus-values de cession professionnelle est exonérée jusqu'à 500 000 €. Elle sera partielle jusqu'à 1 million d'euros. Illustrons dorénavant la plus-value de cession. Si le fonds précédemment acquis est cédé pour 800 000 € au 1er janvier N+5. Avant la loi de finances 2022, la plus-value était de 700 000 €. Grâce aux amortissements pratiqués précédemment vus, la base d'imposition est de 760 000 €. La base d'imposition est de 700 000 € avant la loi de finances 2022. En effet, le prix de cession étant supérieur à 500 000 €, aucune exonération possible n'est envisageable. Après la loi de finances 2022, le prix de cession étant compris entre 500 000 et 1 million d'euros, un coefficient d'exonération partielle peut être appliqué dans notre exemple. L'impôt sur les sociétés sera de 114 000 €, soit une économie d'impôt de 82 000 €. Et pour finir sur une bonne nouvelle, le crédit d'impôt formation dirigeant a été doublé cette année. Les conditions s'affichent sur votre écran. Et maintenant, nous allons passer à la partie sociale de ce webinaire. Je vais d'abord vous présenter différentes contributions obligatoires de l'employeur, en commençant par l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qui concerne les employeurs de 20 salariés et plus. Donc cette obligation consiste à employer 6% de l'effectif en travailleurs handicapés et si cette obligation n'est pas remplie, l'employeur doit verser une contribution. Donc la loi de finances modifie la référence à l'effectif. Avant 2022, l'effectif pris en compte était celui de l'année précédente, la déclaration. À partir du 1er janvier 2022, la notion est supprimée et on parle de l'effectif de l'année en cours. Donc pour rappel, le financement de la formation professionnelle est assuré par la contribution de l'employeur via une taxe versée tous les ans. Vous trouverez sur votre écran à droite les taux légaux qui sont appliqués en fonction de l'effectif de l'entreprise. À compter du 1er janvier 2022, le versement qui était effectué auparavant aux OPCO, donc aux opérateurs de compétences, est effectué à l'URSSAF.
via la déclaration mensuelle des charges. Autre point modifié au 1er janvier 2022, la contribution de 1% pour les contrats à durée déterminée, qui était auparavant exonérée lorsque le CDD se transformait en CDI, n'existe plus. Donc la taxe d'apprentissage correspond à 0,68% de la masse salariale. Elle était auparavant versée en 2 fois, donc une part principale de 0,59% et un solde de 0,08% qui était versé aux écoles. La loi de finances pour 2022 supprime la référence au recouvrement du solde de 0,08%. Mais pour faciliter la transition des nouvelles périodicités, elle instaure un régime transitoire pour 2022 en garantissant tout de même le versement de ce solde aux écoles. Donc ensuite, nous allons évoquer les aides à l'embauche. Sur 2022 sont mises en place certaines aides qui étaient mises en place déjà en 2021, donc avec notamment les aides à l'embauche des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Donc pour tout contrat conclu jusqu'au 31 mars 2022, une aide de 5 000 € est mise en place pour le salarié s'il a moins de 18 ans ou 8 000 € s'il a plus de 18 ans. Ensuite, vous avez le dispositif des contrats emploi franc. Donc, ce contrat est mis en place pour les salariés demandeurs d'emploi, pour les demandeurs d'emploi et pour les salariés qui ont subi un licenciement économique et qui sont soumis à un CSP, donc un contrat de sécurisation professionnelle. Attention cependant, ce dispositif est uniquement valable pour les salariés résidant dans un quartier prioritaire de la ville. L'aide donc, pour ces contrats d'emploi franc se monte à 15 000 € pour un CDI, donc 5 000 € par an pendant 3 ans, et à 2 500 € par an pendant 2 ans pour un CDD. Attention, le CDD doit être au minimum de 6 mois. Donc, nous allons maintenant évoquer les différentes mesures Covid. Donc, est prolongée en 2022 la suppression du délai de carence pour les arrêts de travail liés au Covid-19 pour le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale. Donc, de même, la condition d'ancienneté pour le versement du complément employeur est supprimée. Celui-ci doit être versé dès le premier jour d'arrêt. Est également prolongée la possibilité de l'État de revaloriser les taux d'activité partielle. Donc les taux de versement aux salariés et les taux de remboursement à l'employeur. Par exemple, sur janvier, les employeurs ayant subi une restriction ou une fermeture de leur établissement, donc, comme par exemple les boîtes de nuit, 70% du salaire brut était reversé aux salariés dans le cadre de l'activité partielle. Et l'employeur était remboursé à hauteur de 100% par l'État. Toujours sur le sujet de l'activité partielle, plusieurs mesures sont pérennisées. Donc, par exemple, la prise en charge des heures au-delà du temps de travail légal. Avant la période du Covid, les seules heures qui rentraient dans le champ d'application de l'activité partielle étaient celles dans la limite de 35 heures. Avec le Covid a été introduit la prise en charge des heures au-delà de 35 heures, donc dans certaines conditions, c'est-à-dire dans le cas où elles sont prévues par un accord d'entreprise, par un accord de branche ou par une convention de forfait heure pour le salarié. Dans le même cas, les salariés en forfait jour n'étaient pas éligibles au dispositif d'activité partielle. À compter de janvier 2022, cette disposition est pérennisée. Et les cadres dirigeants également peuvent prétendre à ce dispositif, dans le cas notamment où l'établissement est fermé, que ce soit partiellement ou totalement. Concernant le sujet du congé paternité, congé d'adoption et congé maternité, donc je tenais à vous rappeler que le congé paternité a été prolongé au 1er juillet 2021. La durée est passée de 11 jours calendaires à 25 jours calendaires et de 18 jours calendaires à 32 jours calendaires en cas de naissance multiple. Dans le même temps, le congé d'adoption a également été rallongé à 10 semaines pour une adoption simple et à 22 semaines en cas d'adoption multiple.
Donc ces différentes durées sont maintenant appliquées au père collaborateur libéral, ainsi qu'au conjoint ou concubin collaborateur libéral de la mère, ainsi qu'au collaborateur libéral pour un congé d'adoption. Ces différentes mesures sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2022 ou pour ceux pour qui la naissance était prévue à partir du 1er janvier 2022. La durée d'indemnisation pour les conjoints collaborateurs devrait s'aligner sur celle des travailleurs indépendants. Nous allons maintenant faire un petit focus sur les travailleurs indépendants. Donc à compter du 1er janvier 2022, le maintien des droits aux indemnités journalières pour les arrêts maladie est élargi pour les travailleurs indépendants qui reprennent une activité indépendante, même lorsque le calcul des prestations indique une indemnité nulle. Avant, ce maintien des droits aux indemnités journalières n'était pas pris en compte si l'indépendant reprenait une activité. Nous allons maintenant évoquer le statut de conjoint collaborateur. Donc, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 ouvre le dispositif de conjoint collaborateur aux concubins des chefs d'entreprise. Autre modification, à compter du 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur ne peut être conservé que pendant une durée maximum de 5 ans. Donc, cette durée de 5 ans tient compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles la personne a opté pour ce statut, même si elles sont discontinues. Les périodes prises en compte débutent à partir du 1er janvier 2022, même si ce statut était déjà actif avant le 1er janvier 2022. Donc, passé cette limite des 5 ans, la personne devra opter pour un autre statut, donc soit celui de conjoint salarié, soit celui de conjoint associé. En l'absence d'option, elle sera automatiquement placée sous le statut de conjoint salarié. Et au bout de 5 ans, le conjoint collaborateur sera radié de l'organisme de sécurité sociale dont il relève. Cette radiation aura lieu à la suite d'une procédure contradictoire dont les modalités pour l'instant ne sont pas encore fixées, elles seront fixées par décret. Pour finir, les personnes qui atteindront l'âge de 67 ans au plus tard le 31 décembre 2031 pourront conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu'à la liquidation de leurs droits à la retraite. Alors, nous allons maintenant parler des pourboires. Donc, pour renforcer l'attractivité des secteurs d'activité en lien avec la clientèle, la loi de finances met en place une exonération exceptionnelle sur 2022 et 2023 des pourboires versés. Donc, cette exonération concerne les cotisations sociales, donc salariales et employeurs, et une exonération fiscale. Donc, la seule condition, c'est que le salarié qui touche un pourboire sur un mois concerné, son salaire brut ne doit pas dépasser 1,6 SMIC, donc c'est-à-dire 2 565 € bruts. Il est à noter toutefois que le montant des pourboires, même s'il est exonéré d'impôts, est réintégré dans l'assiette fiscale de référence pour le calcul de la taxe d'habitation et de la taxe foncière.